Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kai News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous l'avez vu avec la durée de la vidéo, ça va être un épisode comme ça quoi. Et la raison de cette longueur, eh bien c'est tout simplement que la semaine dernière j'ai raté une émission puisque le week-end d'avant j'étais à la Coupe du Monde de Chamonix et je suis resté quelques jours supplémentaires pour des raisons bien sûr strictement professionnelles, mais derrière je suis revenu, il y a eu les championnats d'Europe qui ont enchaîné, donc j'ai dû préparer tout ça et on se retrouve maintenant avec pas mal de news à rattraper. Et d'ailleurs des news, vous avez dû voir l'actualité récemment, pas forcément hyper réjouissante. On va parler incendie de la forêt de Fontainebleau, mais aussi Russie et Israël, le tiercé gagnant dans l'ordre pour un épisode du fun. Bref, on est parti. News numéro 1, c'est une véritable catastrophe qui s'est abattue sur l'un des plus grands sites d'escalade au monde. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, un incendie d'une ampleur sans précédent s'est déclaré dans la forêt de Fontainebleau, berceau centenaire de l'escalade de bloc. D'ailleurs, petite précision, quand je parle d'incendie, je veux en fait dire plusieurs incendies qui se sont déclarés dans la forêt en même temps. On va y revenir juste après dans la news. Et pour vous donner un petit peu de contexte, au moment où j'écris ces lignes, tous les feux ont été fixés, semble-t-il, donc c'est-à-dire qu'ils ne progressent plus, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont éteints. Revenons donc ensemble sur les faits. Depuis plusieurs semaines déjà, les différents organismes de protection de la forêt alertent. Avec la période de canicule extrême qui frappe la France, la forêt est plus vulnérable que jamais, et déjà certains de ces secteurs, comme le massif des Trois Pignons, ont été interdits au public pour limiter le risque d'incendie. Pourtant, malgré les mises en garde, un premier incendie se déclare à l'orée de la forêt du côté de Barbizon, dans la nuit du vendredi 11 au 12 juillet. Les images sont impressionnantes, pourtant il ne sera qu'une anecdote comparée à ce qui va suivre. Le dimanche, un autre feu se déclare dans le massif des Trois Pignons, puis un autre du côté de la faisanderie le lundi. Très vite, les incendies tournent au cauchemar, la petite centaine de personnes mobilisées se transforme en près d'1 millier, et au bout de quelques jours, c'est autour de 2000 hectares de forêt, soit presque 10% de la forêt de Fontainebleau qui part en fumée. Alors forcément on se demande rapidement à qui la faute, ou plutôt à quoi, puisqu'on aurait aimé que quoi fût le coupable, mais non, encore une fois c'est la bêtise humaine qui semble en être à l'origine. Deux suspects sont rapidement retrouvés, l'un un pompier volontaire admettant de lui-même avoir mis le feu à des brindilles avec de l'essence, et l'autre sans lien avec le premier, par accident en jetant son mégot de cigarette par terre. Enfin, quant au dernier feu, il s'agirait de deux ouvriers de la société Aximum qui, au moment de réparer des dispositifs de retenue sur le bord de l'autoroute, auraient par mégarde enflammé la végétation avec des étincelles produites alors qu'ils tronçonnaient des glissières. Et ben je pense que maintenant qu'on a entendu ça, on peut se crever les yeux tranquille. Jaune sur jaune, ça se voit pas. Bref, vous l'aurez donc compris, ces déclencheurs étaient très probablement de sources mal intentionnées, irrespectueuses ou tout simplement négligentes, et on espère évidemment que la justice prendra des sanctions adéquates à leur égard. Ceci étant, maintenant il faut pas se voiler la face, et dans un monde où la situation climatique est aussi critique, des déclencheurs, il y en aura toujours. En effet, dans une interview donnée à Vertige Media, Jimmy, météorologiste fondateur du compte Instagram Blométéo, précise que sur le sol sableux de Fontainebleau, qui retient très peu l'eau, le moindre épisode sec se ressent immédiatement. Car ce que montrent ces feux de Fontainebleau, au même titre que les nombreux incendies qui ravagent la France, mais aussi le monde actuellement, c'est que nous vivons une situation climatique critique. Et vous savez, personnellement, j'ai pas lancé cette chaîne YouTube pour vous balancer des grands messages politiques, j'aime pas moraliser, j'ai pas non plus envie de vous apprendre comment faire, j'en ai pas forcément la légitimité, et surtout, moi ce que j'aime c'est parler d'escalade avant tout. Maintenant, face à un incendie comme celui-là, on peut difficilement nier que la gestion de notre crise climatique et notre pratique sont indistinctes. Alors oui, ça peut paraître un peu futile de souligner une telle évidence, pourtant, force est de constater que notre système empathique a souvent besoin d'un électrochoc qui nous impacte directement pour s'activer. Or, si les conditions climatiques affectent de plus en plus nos loisirs, ce n'est sûrement pas grand-chose comparé à son impact sur la biodiversité ou nos cultures. Regardez, moi cette année j'avais planté des radis dans mon jardin. Ils sont pas bons, pas assez d'eau. Petit problème par rapport à l'incendie, mais c'est parlant aussi. Bref, ce problème n'est pas nouveau, mais j'espère de tout mon cœur que l'urgence de la situation nous fera maintenant réagir. Cette réaction, elle passe par des gestes à notre échelle d'abord, des petites habitudes qui permettront de ralentir ne serait-ce qu'un demi-degré, un réchauffement déjà bien trop entamé, le partage d'une prise de conscience globale à vos proches, à vos amis, et surtout des actions citoyennes pour les prochaines échéances politiques à venir. Bon, maintenant ça c'est pour soigner les causes, mais je pense qu'il est temps de revenir à la conséquence, l'incendie de Fontainebleau.
Premièrement, j'ai parlé du chiffre de 10% de la forêt de Fontainebleau qui aurait brûlé dans l'incendie. Alors déjà, 10% c'est un chiffre symbolique pour les médias, ça fait peur, ça fait réagir, et c'est plutôt bien que ça fasse réagir, mais c'est assez difficile à véritablement quantifier. Et surtout, brûler, ça veut pas forcément dire complètement détruit. Au stade actuel, on ne sait pas véritablement quel est l'impact de l'incendie sur le sol, et la vie, malgré tout ce qu'on peut lui faire subir, est plutôt tenace. Il n'est donc pas impossible que les zones affectées se régénèrent plus vite qu'on ne le pense. Ceci étant, est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire ? Non, évidemment. Mais attention, si vous voulez aider, je vous invite tout de même à ne pas prendre d'initiatives individuelles précipitées. Il y a beaucoup de règles pas forcément intuitives, dont j'ai moi-même pris connaissance en me renseignant pour écrire cette news, pour favoriser la régénération de la forêt. Et si par exemple on aurait envie de replanter des arbres par milliers, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc si vous n'y connaissez rien, je vous conseille surtout de vous tourner bénévolement vers des associations ou des organismes qui s'y connaissent, comme l'ONF, l'Office National des Forêts, la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, ou des associations type Oh My Block ou Respect Blo. Depuis le début de l'incendie, de nombreuses cagnottes ont également été ouvertes et vous pouvez soutenir financièrement ces organismes qui vont s'occuper de la réhabilitation de la forêt. Parmi ces collectes, on peut citer celle du club de Lucan Agile, de Coquibus, qui travaille avec des organismes de protection de la forêt, la collecte de la Fondation du patrimoine, mais vous pouvez aussi aller faire un don directement à l'ONF ou à la LPO, et évidemment vous trouverez tous les liens pour ça en description de la vidéo. Concernant les réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous informer sur des comptes Instagram de personnes impliquées dans la communauté Blizzard, comme les associations que j'ai citées au-dessus, mais aussi le compte de Caroline Sino, grimpeuse de haut niveau, mais aussi Women's Bouldering, Feminine Energy Blow, Fontainebleau Rules et évidemment Blow Météo que j'ai cité plus tôt. Enfin, je voulais terminer par vous lancer une dernière invitation, celle de ne pas aller dans la forêt. Alors évidemment, un arrêté préfectoral a déjà interdit l'accès à la forêt jusqu'au 26 juillet et sera probablement reconduit dans de nombreuses zones, mais même une fois celui-ci révolu, je pense que quelques mois de répit pour la forêt et les animaux, voire plus, ne peuvent faire que du bien à son écosystème. Et personnellement, si je peux imaginer quelque chose de bon qui ressortirait de cette catastrophe, eh bien j'espère que ce sera une prise de conscience de notre chance qu'on a de pouvoir profiter d'endroits pareils. Car c'est vrai, Fontainebleau nous berne, avec son grès poli pour accepter nos envolées, ses tapis sablonneux pour les amortir et ses arbres tisserands pour coudre le rideau d'une scène intime, nous avons souvent décrit Blow comme un terrain de jeu. Alors oui, le jeu n'est pas un crime, bien au contraire, ce sont les joueurs qui ont écrit l'histoire de la forêt, et un paradis inaccessible ne serait un paradis pour personne. Cela prendra du temps, mais la végétation repoussera, la faune reviendra, et malgré son reflet cendré, terni par notre négligence, le grès, lui, survivra. Une semaine d'horreur ne saurait gommer des années d'histoire, et ne devra pas nous empêcher d'y peindre le futur. Car Fontainebleau, ce n'est pas qu'un lieu de rêve pour grimpeurs, c'est un lieu de rêve pour tous, et pour que le rêve perdure, il serait temps d'arrêter de mettre le feu au brindille avec de l'essence. C'est qui ce C'est qui ce News numéro 2, et c'est l'une des grosses news politiques du sport mondial de ces dernières semaines. Le CIO, le Comité international olympique, ou plutôt sa commission exécutive, a déclaré lever à titre provisoire la suspension prononcée à l'encontre du comité olympique russe, laquelle était en vigueur depuis le 12 octobre 2023. En des termes plus simples, cela veut tout simplement dire que le CIO ne conseille plus aux fédérations internationales de bannir les Russes et Biélorusses des compétitions ou de les faire participer sous bannière neutre. Et vous savez quoi ? Eh bien cette nouvelle elle me fait plaisir, parce que s'il n'y a plus de sanctions, ça veut dire que la guerre est terminée, que les Russes sont rentrés chez eux, ont terminé l'invasion, qu'un accord a été trouvé entre les deux pays et que la paix est revenue entre les peuples. Nuit de cauchemar à Kiev et dans sa région, Moscou a lancé au moins 40 missiles balistiques sur la capitale ukrainienne. Ah non. Bah non, mais qui m'a dit ça ? Parce que j'ai vu ça sur internet. Eh bien apparemment, en fait, pas du tout. Mais du coup vous me direz, pourquoi ce revirement de la part du CIO ? Eh bien comme expliqué dans l'article, la politique du CIO envers les conflits est très claire et stipule que la participation d'un athlète à des compétitions internationales ne devrait pas être limitée par l'implication de son gouvernement dans une guerre ou un conflit. Mais du coup si on s'en tient à cette phrase, vous êtes d'accord que c'est plutôt bizarre d'avoir banni les Russes au début de l'invasion ? Eh bien en fait, il y a une raison. En fait, ce que reprochait le CIO au comité olympique russe, c'était l'organisation par certaines de ses fédérations membres de rassemblements sportifs sur les territoires occupés ukrainiens. Une pratique qui, selon le CIO, franchit la frontière entre sport et politique, ce qui, pour eux, n'est plus tolérable. Alors vous savez quoi, moi je trouve qu'il y a des raisons assez débattables pour bannir des athlètes du circuit international ou au contraire pour les garder autorisés à participer, mais les bannir pour les débannir 4 ans plus tard sur une nuance aussi légère que celle-là et alors que l'invasion est toujours en cours, c'est un petit peu, je sais pas, comment dire... Tu veux que je te le dessine ? Ouais, vas-y, pour voir. Ok, donne-moi une seconde. Un truc comme ça ? Oh, attends, mais c'est une muqueuse autour du doigt. Ouais, c'est pas mal, hein ?
C'est les ombrages ça. Enfin bref, ceci étant, tout ça ne sont que des recommandations du CIO. Maintenant, ce sont aux fédérations internationales de décider de manière indépendante la réintégration des athlètes russes dans chaque sport ou non. Et justement, en parallèle de cette actualité du comité international olympique, World Climbing, la fédération internationale d'escalade, va procéder à un vote lors d'une assemblée extraordinaire prévue ce 23 juillet, ou plutôt à 3 votes indépendants pour décider de la suspension ou non des fédérations russes, biélorusses, mais aussi israéliennes sur le circuit international. Car pour rappel, depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, les Russes avaient été bannis du circuit avant d'être réintégrés sous bannière neutre l'année dernière. Concernant Israël, malgré l'aspect génocidaire du conflit, son escalade ayant été moins définie qu'une invasion, la question de la suspension n'avait jamais été réellement évoquée par la fédération, avant que de nombreuses pressions militantes, et notamment celles de collectifs comme Climbers for Palestine, ne forcent la fédération à organiser ce vote. Après, c'est toujours un petit peu gênant de voir la différence de traitement entre certains pays, surtout quand on sait que la fédération israélienne promeut la pratique de l'escalade sur des falaises palestiniennes occupées. Mais bon, on peut pas être partout. Bref, ceci étant dit, je trouve que ce vote est une très bonne chose, ne serait-ce que pour laisser la liberté aux fédérations de s'exprimer sur le sujet. Par contre, j'avoue être assez dubitatif quant à son issue. En fait, personnellement, je vous avoue qu'après les déclarations du CIO, et c'est un peu pour ça que je fais ça dans la même news, j'ai quand même l'impression qu'ils se prenaient pas mal de pression pour bannir Israël et qu'ils se sont plutôt dit « Oulala, attendez, on va dire plutôt de débannir tout le monde, comme ça on arrête de sortir sur le différence de traitement entre les pays, etc. » Enfin, comme d'habitude, j'aimerais vous apporter une conclusion enthousiasmante et éclairée à ce genre de news, mais force est de constater que la gestion des conflits géopolitiques entache de plus en plus l'aspect sportif de l'escalade. Contre ça, seulement quelques solutions persistent. Gardez le moral, sans lequel rien n'est possible, continuez de vivre les aspects de votre sport qui vous inspirent, et menez vos actions à vos échelles, brique par brique, en espérant que la maison qui en résulte finisse par accueillir tout le monde. News numéro 3, est-ce que ça vous dit de parler un peu d'escalade? Allez, génial, on fait ça. Et oui, puisqu'à côté de ces événements peu réjouissants, ont quand même eu lieu des performances sportives exceptionnelles, et notamment celle de l'américain Mason Koff, qui vient de réaliser son premier 8 à bloc. Alors là, je sais ce que vous vous dites, 8 à bloc c'est quand même pas la performance de l'année, et vous avez raison, mais ça l'est déjà un petit peu plus lorsqu'on sait que le principal intéressé n'a que 6 doigts valides. Plus comme ça d'ailleurs. Et oui, car Mason, c'est un grimpeur à qui il manque 4 doigts à la main droite, ou plus précisément, avec 4 doigts qui n'ont qu'une seule phalange chacun. Un handicap qui ne date pas de sa naissance, puisque Mason a en fait été victime d'un accident de travail en 2024, le menant à une amputation de ses 4 doigts. Un accident qui l'avait placé au fond du gouffre, avant qu'il ne se trouve une seconde raison d'être. Déjà grimpeur avant son accident, Mason se sera inscrit aux compétitions para-escalade, ce qui l'aura mené à remporter 2 médailles d'or en catégorie AU3. Une déjà bien belle réalisation qui reste quand même moins impressionnante que sa récente ascension de Jaws, un bloc extérieur côté 8A. Selon les ascensions répertoriées, il est donc le premier athlète para à atteindre cette cotation en bloc, un exploit retentissant qui fait écho à plusieurs autres performances dans le domaine. Par exemple en France, le grimpeur para Erwan Liévin avait lui aussi réalisé un exploit similaire en enchaînant il y a presque 2 ans le pilier du désert 7C+, à Fontainebleau, à la différence qu'Erwan est lui handicapé de naissance avec une main dont seul le début de l'os des doigts est développé. Et d'ailleurs, il y en a un autre très grand grimpeur à qui il manque un doigt que vous connaissez très bien, Tommy Caldwell. Et oui, je parle bien évidemment de l'américain superstar de la vallée du Yosemite, Tommy Caldwell, dont l'histoire est parfaitement racontée dans le film The Dawn Wall, qui aura, malgré son accident de scie circulaire qui lui aura fait perdre un doigt, réussi à libérer la grande voie réputée la plus difficile au monde et considérée 9A, The Down Wall. Des ascensions qui me permettent de vous montrer ce fabuleux graphique dans lequel on peut observer une corrélation évidente entre l'augmentation de la cotation maximale et le nombre de doigts valides du grimpeur. Ce qui me permet donc de vous partager ma conclusion scientifique, plus vous avez de doigts valides et plus vous avez de chances d'atteindre une cotation élevée. Ouais, complètement. Enfin bref, encore un grand bravo à Mason pour son exploit sportif, mais aussi pour sa résilience qui lui aura permis de continuer à travailler l'escalade et ainsi de nous offrir un beau chapitre de son histoire. News numéro 4, et durant les dernières semaines se sont déroulées 2 nouvelles étapes de Coupe du Monde avec la 3e étape de vitesse de l'année à Cracovie en Pologne, puis la 4e étape de vitesse et la 4e étape de difficulté à Chamonix en France. D'abord à Cracovie, nous aurons assisté à un sacré spectacle alors que la vitesse s'offrait une compétition sous le signe de la nouveauté. En effet, en Pologne, nous aurons vu l'apparition officielle en Coupe du Monde de l'escalade de vitesse en relais mixte et classique, alors que la traditionnelle escalade de vitesse sur 2 voies était elle remplacée par une épreuve sur 4 voies. Alors je vais pas vous réexpliquer ici les règles de ces nouvelles disciplines, déjà parce que ça ressemble sensiblement à de la vitesse sur 2 voies, c'est juste que soit il y a 2 personnes en alternance, soit c'est sur 4 voies et le nombre de qualifiés est légèrement différent, mais bon,
pas grave, et surtout parce que l'épisode est déjà assez gros, donc j'en ferai sûrement un format plus petit en short ou en contenu Instagram. En tout cas, en vitesse sur 4 voies chez les hommes, c'est l'américain Samuel Watson qui l'aura emporté, prenant sa revanche sur le chinois Yao Zisheng. Au passage, Samuel en aura profité pour battre son record personnel avec un chrono à 4,60, se rapprochant du nouveau record du monde de son homologue chinois à 4,54. Chez les femmes, autre scénario émotion, alors que l'américaine Emma Hunt aura battu le record du monde féminin et surtout aura fait voler en éclats la barrière des 6 secondes avec un temps de 5,99 en quart de finale. Un record comme une passation de pouvoir avec la polonaise Alexandra Miroslav qui effectuait justement la dernière Coupe du Monde de sa carrière. L'américaine succède donc au, tenez-vous bien, 11 records du monde précédents de la polonaise qui l'avait battu pour la première fois en 2021 au JO de Tokyo, soit une hégémonie de presque 5 ans. Enfin, malgré ce nouveau record, la victoire échappera à Emma Hunt qui terminera 3ème après une zipette en finale derrière la polonaise Natalia Kaluszka, mais surtout la vainqueur du jour avec l'indonésienne Desak Maderita Kusuma Dewi. En parallèle de ces compétitions avaient donc également lieu les épreuves de relais. En relais mixte, les nouveaux rois du monde sont américains et l'équipe Emma Hunt Samuel Watson aura logiquement oblitéré le reste du monde, battant en finale les indonésiens Desak Maderita Kusuma Dewi et Antassiafi Robi Alilmi avec un nouveau record du monde établi à 10,89. Pour le relais homme par contre, les américains Samuel Watson et Zach Hammer n'auront rien pu faire en finale face aux chinois Zhang Golong et Xu Hongshu, des chinois qui l'emporteront aussi en relais femmes avec la victoire de Li Juandeng et Yafei Zhu face aux polonaises Alexandra et Natalia Kaluszka. Enfin, une semaine plus tard, tout ce petit monde se retrouvait à Chamonix dans une seule épreuve de vitesse à 2 voies plus classique. Chez les hommes, on attendait encore le duel Yao Zisheng Samuel Watson et c'est finalement l'indonésien Leonardo Vedrik qui remportera l'étape en réalisant un run d'anthologie. L'indonésien éliminera coup sur coup l'américain puis le chinois avant de faire tomber son compatriote Antassiafi Robi Alilmi en finale. A noter également la belle performance de Jérôme Morel, le français qui battra son propre record de France avec un temps de 4,93 pour se qualifier en quart de finale avant de terminer 8ème, sa meilleure performance en carrière. Au classement général de la vitesse, malgré la belle perf de Vedrik, la saison est toujours écrasée par Zhao Yisheng et Samuel Watson qui trônent sur les 2 premières places alors même que les 2 athlètes n'ont joué que 3 étapes sur 4. Chez les femmes, si on attendait fortement Emma Hunt, l'américaine se fera éliminer dès les quarts de finale, laissant la voie libre à l'indonésienne Desak Maderita Kusuma Dewi pour aller s'offrir une 2e étape de Coupe du Monde en 2 semaines face à la finaliste surprise, l'italienne Giulia Randi. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est l'exploit de la française Capucine Villion, qui après avoir battu son propre record de France en 6,36, s'octroiera la médaille de bronze en venant à bout de l'américaine Isis Rosforth en petite finale, et tout ça devant son public à Chamonix. Au classement général féminin, c'est la gagnante des 2 dernières semaines, Desak Maderita Kusuma Dewi, qui écrase la concurrence avec presque 1000 points d'écart avec la nouvelle recordwoman du monde, Emma Hunt. Enfin, on arrive à l'épreuve de difficulté qui se déroulait à Chamonix. Chez les hommes, après les éliminations surprises en demi-finale de l'Autrichien Jakob Schubert, mais aussi du japonais Neo Suzuki, le leader du classement général actuel de la Coupe du Monde, la voie était ouverte pour d'autres et c'est l'espagnol Alberto Gines Lopez qui s'en sera saisi en s'offrant sa première victoire de Coupe du Monde après 10 podiums sans victoire. Il devance le slovène Luka Potočar et l'indonésien Putratri Ramadani alors que le français Sam Afzou terminait 6ème. Au classement général, le japonais Neo Suzuki reste premier, mais tout semble relancer alors qu'Alberto Gines Lopez revient à seulement 200 points du japonais, légèrement devant l'indonésien Putratri Ramadini avec un peu plus de 200 points. Et chez les femmes, pour cette dernière épreuve du week-end, c'est l'américaine Annie Sanders qui l'aura encore emporté sans une hésitation. Elle devance la surprenante Alexandra Totkova, la bulgare de plus en plus en forme cette saison, qui se paie même le luxe de reléguer la coréenne Chae Yoon-seo à la 3ème place. A noter également la fin de carrière sous les projecteurs pour Manon Hilly qui, si elle termine 8ème, aura réalisé une très belle compétition avec une nouvelle finale en 2 étapes et à qui le public aura rendu un vibrant hommage au terme de la soirée. Au classement général, moins de suspense que chez les hommes alors que l'américaine Annie Sanders vient de remporter sa 3ème étape sur 4 de la saison et dispose maintenant de presque 1000 points d'avance sur la coréenne Chae Yoon-seo. D'ailleurs, cette dernière compte également quasiment 1000 points d'avance sur la 3ème Jessica Pills qui se battra pour le podium face à la britannique Erin McNeice à 1830 points. News numéro 5 et on continue avec encore un peu de compétition mais cette fois-ci avec les championnats d'Europe de bloc de Barcelone qui se déroulaient le week-end dernier, un rendez-vous attendu de la saison puisqu'il s'agissait tout simplement de la compétition la plus importante de l'année. Alors je vais pas faire un gros débrief sportif de la compétition, on va juste se contenter des classements. Si vous voulez aller voir un débrief plus complet, on en a fait un avec Mathieu Dutré et Nico Januel en invité, coach de l'équipe de France un peu plus tôt sur la chaîne, donc je vous mets le lien en description vers la vidéo.
Chez les hommes, si on attendait très fort Mejdi Schalke, évidemment favori après sa belle saison de Coupe du Monde, eh bien alors que le français finissait à une honorable mais un peu décevante 4ème place, on aura surtout eu le britannique Maximilian Milne, impérial de bout en bout, avec une finale où il aura fait le show. Maximilian aura devancé un Hannes van Duysen très solide, alors que Sam Richard, le français, s'offrait une belle médaille de bronze. Chez les femmes, nos françaises faisaient encore mieux en réalisant un fantastique tir groupé en haut du classement, d'abord avec Oriane Berton qui n'aura jamais douté dans une finale dominée de la tête et des épaules, montrant qu'en Europe elle est la reine incontestée. Juste derrière elle, Zelia Havzu faisait respecter la logique du circuit devant l'italienne Camilla Moroni, alors que Lilia Bria s'offrait une belle 4ème place à seulement 19 ans. Voilà, je vous l'ai dit, je passe assez rapidement sur le sportif. Par contre, je voulais revenir en détail un peu plus avec vous sur l'organisation de la compétition qui était pas géniale, et surtout sur un point, la réalisation. Car oui, si on plaisante assez régulièrement en critiquant la réalisation des Coupes du Monde, celle des championnats d'Europe de bloc était tout simplement catastrophique. Et quand je dis catastrophique, je veux dire sidéralement catastrophique. Je veux dire, tenez-vous bien, je vous fais la liste de tous les problèmes qu'on a eu sur le live. L'écho dans le micro des commentateurs. Alright, so in the qualification round, we started off with 106. Aucun son d'ambiance, et ce qui est encore plus génial quand les commentateurs partent en pause. We'll go on a little break, but we'll be back in about 5 minutes. See you. Thank you for watching. Déjà c'est pas mal, mais ça c'est pour le son. Maintenant on passe à l'image. On a eu le format vidéo qui n'accepte pas le 1080p et qui fait des bandes dès que les athlètes bougent, GG qui développe Parkinson en filmant, le split screen avec plusieurs caméras identiques, les classiques ah tu vas toper, et ben je change de caméra, GG qui décide de partir à la buvette, les zooms de ton père à la kermesse de l'école, une barrière en plein devant l'action, l'absence de filtre pour le reflet du soleil suivi par un split screen en contre-jour, GG qui demande à la brosseuse de se pousser parce qu'elle est dans le champ de l'action, ou encore des assets graphiques avec le nom des mauvais grimpeurs. Oh les gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, appelez-moi, hein, je vous donne un téléphone portable, un câble USB, un trépied, on est parti. Alors entendons bien, je connais pas les détails de la différence de gestion de réalisation entre World Climbing Europe et World Climbing Monde. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il y a eu une énorme différence de budget. Ça me paraît un peu bizarre en sachant que World Climbing Monde c'est déjà des réalisations qui sont propres aux pays hôtes et pas à World Climbing. Donc bon, pourquoi cette différence, je m'explique pas. Et surtout, même s'il y avait moins de budget, il y avait quand même des choses faciles à mettre en place. Je veux dire, ne serait-ce que garder des caméras fixes tout le long, quoi. D'ailleurs, ça a été assez bien corrigé pour la finale femme. Alors la diffusion, d'accord, c'était cata, mais bon, ça au pire, ça n'a pas impacté le sportif, ça n'a pas impacté la compétition. Au contraire de la gestion de la chaleur. Et oui, parce qu'à Barcelone ce week-end, il faisait très chaud. Alors pas autant qu'à l'étape de Coupe du Monde de Madrid quelques semaines plus tôt, mais au niveau du ressenti, c'était bien pire, avec 33 degrés à l'ombre, mais surtout un mur et des tapis au soleil. Alors j'abuse un peu, le mur était orienté est, donc c'est pas toute la compétition qui s'est déroulée au soleil, mais la quasi-totalité des qualifications hommes et des demi-finales. Ça fait beaucoup. Une situation extrême qui aura donné lieu à des véritables mèmes avec de nombreux athlètes qui se mettaient une poche de glace sur la tête à chaque repos ou nos françaises qui chillaient tranquillement contre le mur pour profiter du peu d'ombre offert par la structure. Alors je vais pas épiloguer sur le sujet, d'ailleurs j'aurais aussi pu vous dire que l'événement se déroulait sur un ancien circuit de F1, donc complètement bitumé, mais bon, encore une fois, c'est pas le sujet, et des retours que j'ai eu, c'est surtout que la fédération espagnole manque pas mal d'expérience pour organiser ce genre d'événement. Donc on espère que ça ne se reproduira pas, pour le bien de la réalisation et surtout de nos athlètes. Et dans le reste des news, on avait déjà parlé dans l'émission de l'enchaînement du Crux de Silence 9C par l'écossais Will Bosey lors de son deuxième voyage de travail sur la voie. Et bien Will vient justement de sortir la vidéo résumée de son trip sur sa chaîne YouTube, une vidéo qui, on ne va pas se le mentir, ressemble plus à un j'ai posé mon téléphone sur un caillou pendant que je grimpe, plutôt qu'à une réalisation cinématographique, mais après tout ça reste dans la DA de l'écossais et ça nous apporte ce qu'on voulait voir, alors le lien est en description. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous connaissez très probablement l'histoire du premier 9 à bloc au monde, Burden of Dreams. Ceci étant, il est toujours agréable de la revivre et c'est ce que propose le premier épisode de la série Obsession, créé par le magazine spécialisé d'outdoor Les Others, un film qui retrace toute l'histoire de Burden of Dreams mais également de la jeunesse du bloc mondial avec une narration prenante et surtout une patte graphique léchée, alors n'hésitez pas à aller le voir, le lien est en description. Et en février dernier, l'Autrichien Jakob Schubert terminait un voyage aux États-Unis à l'issue duquel il enchaînait le bloc Shaolin, son troisième 9 à bloc en carrière. Et bien la semaine dernière, l'Autrichien a publié la vidéo de son voyage sur sa chaîne YouTube, entre coupure au doigt et move démentiel, le lien est en description. Vous l'aurez compris, la compétition bat son plein avant la trêve estivale. On a parlé des championnats d'Europe de bloc, et bien en même temps se déroulent les championnats du monde jeunes à Arco en Italie, et ce jusqu'au 25 juillet. Alors vu la densité d'informations cette semaine, on en
parlera dans le prochain épisode, mais si vous voulez suivre les dernières épreuves, tout est diffusé en direct non géobloqué sur YouTube, et ce avec une excellente réalisation, le lien est en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence du côté de Flatanger pour la croix de la semaine avec le norvégien Leobo qui libère la voie Verdens ND, comprenez le bord du monde, 9 à plus dans la grotte d'Anskjelleren à Flatanger. Alors une première ascension c'est déjà assez rare dans l'un des sites les plus connus et fréquentés dans le monde du haut niveau, mais alors une nouvelle libération d'une voie de 130 mètres c'est encore plus incroyable. En effet cette ligne est le résultat d'un méga projet de la part du norvégien qui, à l'image de Nordic Marathon, 9B/+ libéré par le français Seb Moin il y a quelques années, met à bout plusieurs voies de la grotte avant de ressortir sur la face principale à l'extérieur pour atteindre son sommet. Enfin cette fois-ci la voie en question ne passe que par une voie déjà existante, Brunhild Low côté 9A, avant d'enchaîner selon la description du norvégien par un run-out engagé et fatigant, suivi d'un 7C bloc à réglette, puis d'un toit facile dans des bacs et enfin d'une séquence finale sur réglette avant un dernier changement de corde et un 6B facile de 35 mètres. Car oui, pour réaliser une telle performance, Léo, encore une fois à la manière de Seb Moin dans Nordic Marathon, aura changé de corde à 3 reprises pour éviter le tirage que créerait une voie de cette longueur. Une nouvelle méga line donc qui nous donne vraiment envie d'en voir les images et je vous invite donc à aller suivre le norvégien sur les réseaux pour vous tenir au courant. À 21 ans et après 2 voies dans la cotation inférieure, Matteo signe là sa 3e voie dans la cotation, après notamment 3 Degrees of Separation, également à Seus en 2024. Et justement après cet enchaînement, et étant un grand fan de Chris Sharma, Matteo avait pour objectif d'enchaîner biographie en revenant à Seus à l'été 2025. Malheureusement la voie était alors déjà travaillée par d'autres personnes, et c'est ce qui l'aura poussé à mettre des essais dans Jungle Boogie. Après une bataille pour l'économie de sa peau et un orage sur sa toute dernière séance de la saison, le français était extrêmement proche à la fin de l'été, mais il lui aura fallu finalement attendre un an plus tard, cet été 2026, pour l'enchaîner. Et toujours à Seus, on continue avec le japonais Satone Yoshida qui vient d'enchaîner la voie 3 Degrees of Separation, 9A+ à Seus en France, une voie mythique ouverte par l'américain Chris Sharma en 2007 et rendue iconique par les 3 jetés qui la composent. Autant vous dire qu'il s'agissait d'un véritable rêve pour le japonais et celui-ci aura profité de la Coupe du Monde de Chamonix pour aller la travailler et même l'enchaîner au bout de 4 jours après seulement 7 essais dedans. Une sacrée performance, surtout que du haut de ses 1m66, Satone était persuadé que la voie ne serait pas faite pour lui, et d'ailleurs il avait tout de même plus ou moins raison alors qu'il aura dû trouver de nouvelles méthodes sur des micro-prises pour rendre la distance des jetées plus courte. Et on enchaîne avec l'italienne Laura Rogora qui coche 2 9A+ sur le site de Rodear en Espagne avec No Pain No Gain et Patanix, mais aussi Così fan tutte, 8C+ réalisé à vue avant de revenir en Italie du côté de Valbrona pour l'enchaînement de la voie Mega Jeremia 9A. Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'italienne de 25 ans. D'abord en séjour sur le site de Rodear, Laura aura ajouté à son palmarès ses 2 nouveaux 9A+, toujours avec une rapidité impressionnante, alors qu'elle n'aura pris que 3 essais pour la première et autant pour la deuxième. Mais son ascension la plus impressionnante de ce passage en Espagne restera sûrement son à vue de Così fan tutte, 8C+, qui devient sa 2e voie à vue dans la cotation. Derrière de retour en Italie, Laura se sera même permis un peu de temps pour un nouveau 9A, avec Mega Jeremia qui vient porter son total de l'année à 10 voies dans le 9e degré, et nous ne sommes qu'en juillet. Bref, Laura s'affirme toujours plus comme la cadre de la grimpe féminine en falaise, alors à quand un grand projet en 9B+. Et cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Sean Rabutu, et bien l'américain vient d'enchaîner le bloc Floatin, 8C+, sur le site de Mizugeki au Japon. À peine arrivé sur l'île, Sean aura déjà fait plier l'un des monuments du bloc japonais, une véritable balade de santé pour lui, qui se sera même permis le luxe de l'enchaîner sur son premier jour de voyage, et par conséquent de proposer une décote à 8C. Et on continue toujours avec du bloc et la britannique Shona Coxey qui enchaîne Quiet Storm 8B+ au Gothard en Suisse. La britannique ancienne vainqueur du classement général de la Coupe du Monde et maman depuis quelques années maintenant a bel et bien réussi un sacré comeback au plus haut niveau avec maintenant 4 blocs dans la cotation en 3 ans et 12 dans le 8B ou plus sur la même période. D'ailleurs le véritable projet de Shona pour ce voyage n'était autre que le bloc Hazelsit 8C, mais les fortes températures en combinaison avec une blessure à l'avant-bras l'auront finalement aiguillé vers un bloc légèrement plus abordable. Et on continue avec l'espagnol Enrique Beltrán Blasco qui enchaîne El Picacho 9B sur le site de Rodear en Espagne, mais qu'Enrique propose de revoir à 9A+. En effet, avec une première ascension effectuée par son compatriote Jonathan Flor en 2021, El Picacho fait partie de la myriade d'extensions de la voie Ali Hulk, cette fois-ci avec un départ équivalent à une traversée en 8C, avant de rejoindre Ali Hulk extension totale valant déjà 9A+, mais on sait que les cotations de toutes ces variantes imaginées par le grimpeur historique Dani Andrada dans la grotte d'Ali Baba sont régulièrement
régulièrement sujette à des cotes. En tout cas, peu importe pour Enrique qui ajoute une nouvelle belle ligne à son palmarès, une ligne qu'il aura dû venir chercher à 4h30 du matin pour éviter la chaleur, comme quoi, pour grimper fort en ce moment, mieux vaut être motivé. Et on termine avec le Britannique James Pearson qui vient de frapper un grand coup en enchaînant à 40 ans le Highball The Finish Line 8C sur le site de Rocklands en Afrique du Sud, mais aussi et surtout la voie Legacy côté 9A qui l'aura réalisé également comme un highball, c'est-à-dire avec seulement un crash pad comme protection. Alors oui, la voie Legacy, premier 9A d'Afrique du Sud, n'est autre que d'une dizaine de mètres, une hauteur pourtant toute relative, une mission qui semblait finalement parfaite pour l'un des meilleurs grimpeurs de trad au monde, familier de l'engagement extrême. D'ailleurs pour l'histoire, James précise que le premier à avoir envisagé ce passage en style highball n'est autre que l'américain Dave Graham, mais que celui-ci n'était jamais allé au bout du projet, laissant finalement les premières ascensions aux Suisses Giuliano Cameroni et Fred Nicole, mais avec une corde. Bref, une sacrée performance pour James qui à 40 ans ne semble jamais lasser d'explorer tous les aspects de l'escalade et même d'y laisser son empreinte impérissable. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément parlé autant d'escalade qu'on le voudrait et que c'était un gros morceau. Mais bon, il me semble que c'est nécessaire de parler des choses comme ça aussi quand ça s'impose. Sur ce, j'en profite aussi pour vous faire une petite parenthèse sur la période estivale de la chaîne YouTube Caillou TV. Je vais partir en vacances début août, donc il y aura encore un épisode de Caillou News après celui-ci, donc dans 2 semaines. Et derrière, il y aura pas, on sautera un épisode en fait, donc ça nous fera nous retrouver un mois plus tard, début septembre. Mais en attendant, je vous posterai une vidéo au minimum pour vous faire patienter avec des petites infos statistiques, etc. Donc voilà, si vous aimez toujours la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir. Vous le savez, il y a plein de manières de faire, ne serait-ce qu'un j'aime, vous abonner, activer la petite cloche et surtout continuer de regarder notre contenu. Ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!